Bonjour à tous. Je voudrais donc remercier à la fois pour commencer Estelle Bauer, qui est donc notre directrice, qui est souffrante aujourd'hui, Anne Bayer-Sakai, qui a aidé aussi dans l'idée de la formulation de cette conférence. Remercier beaucoup Aurélien, qui est toujours si fiable et efficace, et puis Pauline, Pauline Couette, qui a fait l'affiche et qui rédige les comptes rendus des rencontres. Ces remerciements étant faits, je remercie mes collègues d'être présents également. Et puis, ayant expliqué donc, l'intention, le but de cette rencontre, qui est donc à la fois de vous présenter notre équipe, bien sûr, comme toutes les rencontres du lundi, mais aussi dans ce contexte très particulier de la guerre en Ukraine, donc de manifester une solidarité avec ce pays européen si voisin de nous, si proche de nous. Je vais donc laisser la parole successivement à mes collègues pour vous exposer donc les réactions dans les différents pays d'Asie. Nous avons donc une dizaine de minutes à peu près chacun, et puis nous prendrons vos questions. Alors, Juliette Genevas va s'exprimer en premier pour parler du contexte des relations entre la Russie et la Chine. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, merci beaucoup, Guibourg, pour l'invitation. Je vais essayer, dans les 10 minutes qui me sont imparties, de rapidement brosser un portrait du positionnement du gouvernement chinois vis-à-vis de la Russie. Donc, on a bien compris qu'il s'agissait d'un positionnement d'alignement, mais l'alignement de la Chine sur l'agression russe n'est pas d'un seul tenant. La Chine ne soutient pas la Russie militairement, elle la soutient uniquement diplomatiquement. Cet alignement est très clair, compte tenu de la déclaration commune du 4 février 2022 à l'ouverture des Jeux Olympiques, mais il ne s'agit pas d'une alliance. Le terme employé est celui d'amitié dit sans limite, qui est donc une formule qui ne laisse place à aucune ambiguïté. Pékin est derrière Moscou. La position de la Chine, c'est de prôner la neutralité tout en prenant clairement le parti de la Russie. Xi Jinping a gardé le silence sur une guerre qu'il ne veut pas nommer comme telle, et ce faisant, il emploie le langage russe. Il parle d'intervention militaire spéciale et non pas de guerre, alors que ça fait 1 mois que ça dure. Il essaye d'attendre la fin du conflit qui ne vient pas. On est dans un conflit qui s'avère beaucoup plus long que ce qu'on avait tous escompté. Et son intention, on imagine, c'est de éventuellement endosser le rôle d'un médiateur qu'il ne veut clairement pas jouer aujourd'hui. Donc la question, c'est de savoir si Xi et Poutine partagent une vision du monde commune à laquelle ils pourraient travailler après cette guerre, quelle que soit l'issue de la guerre. Je pense qu'il faut, pour comprendre la position chinoise, insister sur 2 choses. D'une part, le fait que la relation entre les 2 dirigeants chinois et russes est extrêmement personnalisée. J'y reviendrai. Parce qu'au sein de l'intelligentsia chinoise, il n'y a aucun consensus à propos de l'alignement de la Chine sur l'agression russe. Et je pense que Xiaorong et Chloé nous expliqueront ça. Au contraire, le débat est très, très vif au sein d'institutions publiques majeures, comme par exemple un centre de recherche qui est directement affilié au Conseil des affaires de l'État, ou l'université Fudan à Shanghai, qui est l'une des plus importantes universités du pays, où des chercheurs très en vue ont critiqué le soutien chinois à la Russie. Donc, je pense que la Chine est littéralement en état de choc, dû non seulement à l'invasion russe elle-même, mais aussi au numéro d'équilibriste qu'essaye de tenir Xi Jinping, qui est celui de n'aliéner personne en ne faisant rien. Et ce choc, c'est le sentiment ou la conscience d'être à un tournant historique où la Chine doit maintenant prendre position dans un monde qui est bouleversé si elle veut vraiment être une grande puissance. Donc, j'aurais 3 points à expliquer pour essayer d'avancer cet argument. D'une part, et j'espère que David parlera juste après moi pour expliquer ça plus profondément, mais il y a une position chinoise aujourd'hui dans l'histoire qui se pose à la fois dans l'histoire passée et dans l'histoire à venir dans ses relations avec la Russie. Il s'agit évidemment de 2 régimes politiques similaires. Et sous Staline, l'Union soviétique avait fourni capital, ingénierie et armement à Mao. Et la convergence des systèmes politiques rapproche évidemment les 2 pays, même si les différences d'interprétation du léninisme avaient mené, il faut le rappeler, à une rupture entre les 2 pays qui a duré 30 ans, entre 1960 et 1989.
Donc, historiquement, les deux plus grandes puissances communistes ont en fait entretenu une relation avant tout marquée par une très forte ambivalence, une suspicion, voire une confrontation dans la plus grande partie de leur histoire. Le Parti communiste chinois a analysé en profondeur l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 et on peut vraiment lire toute sa politique post-Mao comme l'effort de ne pas succomber au même destin que l'Union soviétique. Aujourd'hui, la personnalisation de la relation entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, qui dure depuis 10 ans, a mené, je pense, peut-être historiquement une proximité entre le leader russe et le leader chinois qui est en fait inédite historiquement. Il y a une proximité, la politique, qui n'a peut-être jamais existé auparavant. Cette personnalisation n'est sans doute pas une relation de confiance, mais elle traduit une convergence d'intérêts dans ce que les deux leaders perçoivent comme un moment historique de reconfiguration de l'ordre international. Cependant, évidemment, il y a des différences majeures dans cette situation historique dans laquelle les deux se trouvent. Poutine, d'un côté, a une vision réactionnaire du monde qui est centrée autour d'un fantasme de l'Empire russe qui serait un acteur régional et mondial majeur, alors que la Chine de Xi Jinping, en revanche, aspire à jouer un rôle central dans le monde vraiment du XXIe siècle. Pour Xi Jinping, le XXIe siècle est une opportunité pour la Chine, alors que pour la Russie, ce siècle semble plutôt être une menace. Le président chinois, en effet, a toujours réitéré son soutien à l'ONU. Il a mené des politiques d'aide au développement visant à assurer des partenariats dans les pays du Sud. Et il a tenté d'utiliser tous les outils multilatéraux pour s'assurer des partenariats qui permettraient à la Chine d'exporter ses infrastructures. Donc, je pense qu'il n'y a pas de vision commune du monde entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, seulement une convergence d'intérêts qui est évidemment loin d'être négligeable. Alors, voilà mon deuxième point. Quelles sont ces convergences ? Elles sont très, très importantes. La première, qui pèse peut-être le plus, c'est le fait que les deux régimes et les deux dirigeants n'hésitent pas à recourir à l'arme militaire pour asseoir leur autorité dans la région. Et on peut dater cette évidence politique de 2008. C'est le moment où, à la fois, la Chine a commencé à militariser la mer de Chine du Sud, et c'est le moment où Vladimir Poutine a lancé la guerre de Géorgie et a réitéré, à partir de 2008, réitéré les incursions militaires dans le voisinage. Donc, les deux n'ont aucun problème à utiliser l'arme militaire pour asseoir leur autorité régionale. Donc, on peut en parler dans les questions peut-être, on s'est beaucoup posé la question de savoir si Xi Jinping était au courant des intentions russes ou pas. C'est tout à fait discutable, mais il n'a pas pu être légitimement surpris par le fait que par le fait que Poutine allait envahir l'Ukraine, puisque tous les deux n'ont aucun problème à faire ça. La deuxième convergence, qui est une convergence également assez évidente, c'est que tous les deux s'opposent aux États-Unis comme architectes de l'ordre mondial. Cette opposition, cependant, est toute négative. Qu'est-ce que je veux dire par là ? On a vu à l'ouverture des Jeux Olympiques que Xi et Poutine ont usé tous les deux du terme de démocratie, qui est le terme qui définit le régime américain et les régimes politiques occidentaux de manière plus globale, pour le reprendre à leur compte et dire qu'ils étaient les garants de la démocratie véritable, la démocratie authentique, ils ont dit, on pourrait en reparler, mais eux-mêmes n'ont pas expliqué le sens de la formule. Donc, qu'est-ce qu'ils font en faisant ça ? En fait, ils reprennent l'identité américaine pour la vider de son sens. Et ce faisant, ils utilisent, c'est à mon avis une définition possible du terme de la propagande comme usage du langage comme arme politique. Donc, l'usage de la propagande est évidemment une deuxième convergence dans leur opposition aux États-Unis. Et enfin, dernière convergence importante, je pense que tous les deux ont fait preuve d'une diplomatie singulièrement défaillante, puisque Pékin a toujours refusé les alliances, donc ne s'implique pas en fait dans le jeu diplomatique, et Moscou aujourd'hui est complètement isolé, et c'est le choix de Pékin de s'aligner avec un pays qui est devenu un paria des relations internationales qui met Pékin évidemment dans une situation très problématique.
Donc, c'est mon dernier point. Dans quelle position Pékin s'est-elle mise? Dans quelle situation Pékin s'est-il mis? C'est une position qui est extrêmement problématique et difficilement tenable très longtemps. D'une part, le problème dans lequel Pékin s'est mis lui-même tient à une relation dont on parle peu, qui est la relation de Pékin à l'Ukraine. La Chine est le premier partenaire, était en tout cas avant la guerre, le premier partenaire commercial le plus important de l'Ukraine. En 2019, la Chine, qui est depuis longtemps inquiète à propos de sa sécurité alimentaire, a importé plus de 2 milliards de dollars de produits agricoles de l'Ukraine. En 2013, Pékin avait signé un pacte d'amitié avec l'Ukraine qui garantissait, en tout cas qui soutenait l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc clairement, Pékin n'honore pas ses engagements. Et en démontrant là aujourd'hui qu'elle n'honore pas ses engagements internationaux, Pékin se met dans disons, je pense que cette défaillance aura des conséquences très graves pour le rôle éventuel que Xi Jinping voulait jouer dans la gouvernance mondiale, comme il le dit depuis 10 ans. Ces conséquences, elles sont les plus lourdes dans 2 relations. D'abord, la relation vis-à-vis de l'Union européenne, qui, elle, a surmonté ces dissensions politiques internes pour faire front commun en soutien à l'Ukraine, mais évidemment aussi vis-à-vis des partenaires de la Chine dans les pays du Sud, où Xi Jinping a toujours essayé de se poser comme leader. Mais là, on l'a vu, lors du vote à l'ONU, le représentant permanent du Kenya à l'ONU a soutenu l'Ukraine. Et c'est vraiment le premier signe que les défiances de plusieurs pays du Sud vis-à-vis de Pékin vont sans doute s'accentuer. Donc, pour conclure, je pense que les atermoiements chinois aujourd'hui à propos de la guerre en Ukraine révèlent la faiblesse du leadership de Xi Jinping, qui est en fait incapable de surmonter une affinité personnelle avec le dictateur russe. Donc, il aurait pu en fait tirer parti de la situation comme plusieurs intellectuels chinois le suggèrent. Il aurait pu tirer parti de la guerre, de la situation de guerre, pour enfin donner à la Chine une véritable influence sur le cours des affaires du monde, mais il est incapable de le faire. Merci beaucoup. Je laisse donc maintenant David Serfas parler des aspects plus historiques, justement. Bonjour à tous. Oui, je vais parler des parallèles historiques qui sont faits. Alors là, je ne vais pas me situer du point de vue des dirigeants chinois, mais plutôt c'est toujours difficile de parler d'opinion publique, mais en tous les cas, manifestation d'une parole de chinois ordinaire que l'on trouve sur l'équivalent chinois de Twitter, Weibo, pour essayer d'un petit peu compliquer, nuancer la vision qu'on peut avoir entre une minorité qui serait une élite internationaliste qui aurait pris position contre l'invasion, enfin contre le soutien à demi-mot de l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, représenté notamment par cette tribune d'universitaires qui ont pris position, et puis une majorité nationaliste. Pour entrer dans le vif du sujet, je vais tout de suite vous lire quelques posts que j'ai traduits, que j'ai trouvés sur Weibo. On pourra discuter plus tard du caractère représentatif ou non de ces messages, mais je vous lis quelque chose. Cette année marque le 85e anniversaire de l'incident du 7 juillet 1937, donc l'invasion de la Chine par le Japon. N'oublions pas l'humiliation nationale, donc ce siècle d'humiliation durant lequel la Chine a été semi-colonisée par les puissances impérialistes. N'oublions pas l'histoire de la guerre de résistance et rendons hommage au peuple ukrainien qui, 85 ans plus tard, résiste de manière héroïque à l'envahisseur. Autre message, il semblerait que ce soit les mêmes pays qui soutenaient la Chine à l'époque de la guerre de résistance contre le Japon qui soutiennent aujourd'hui la résistance de l'Ukraine contre la Russie. Et encore un autre message, pendant la guerre de résistance contre le Japon, beaucoup de gens nous disaient « Pourquoi est-ce que vous cherchez à résister jusqu'au bout? La sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale ne vous convient pas. » Et je finis par un dernier message. Donc, en tant que Chinois ordinaire, je soutiens la guerre de défense nationale de l'Ukraine. Il suffit de voir comment l'armée de Poutine martyrise un pays souverain pour imaginer le sort des personnes qui vivent sous son gouvernement. S'il peut écraser un pays, il écrasera la vie de chaque personne bienveillante. Donc, tous ces messages, on lit beaucoup que l'Internet chinois est très censuré, c'est totalement vrai. Tous ces messages que j'ai trouvés donc, durant le mois qui vient de s'écouler, depuis le début de l'invasion, n'ont pas, pour la plupart, été supprimés.
et ils ont été beaucoup commentés. Je ne vous lis pas tous les messages, il y a évidemment beaucoup de messages qui critiquent donc ce parallèle historique qui est fait, vous l'aurez compris, entre la situation aujourd'hui en Ukraine et la situation qu'a connue la Chine, principalement durant la guerre sino-japonaise entre 1937 et 1945. Des critiques qui disent non, on ne peut pas compatir envers les Ukrainiens puisque c'est eux qui l'ont cherché en soutenant l'OTAN, etc. Ce parallèle, le fait de lire la crise ukrainienne à travers des lunettes de la Seconde Guerre mondiale est quelque chose d'absolument universel, je crois, à l'exception peut-être à Budapest ou à Prague, on peut avoir des références plus récentes, mais tout le monde, ça reste le référent absolu. Dans le cas de la Chine, pourquoi est-ce que c'est intéressant? D'une part, parce que ce parallèle ne va pas de soi. On fête en 2022 le 40e anniversaire d'un tournant majeur dans la mémoire collective, la mémoire officielle chinoise, qui est donc une nouvelle mémoire de la guerre sino-japonaise, sur laquelle va s'appuyer un nationalisme officiel inclusif qui va reconnaître notamment la participation à la guerre sino-japonaise de l'ennemi nationaliste de Chiang Kai-shek. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'en fait, on voit ici les contradictions d'un nationalisme chinois dont le lieu de mémoire principal depuis 40 ans à peu près est donc cette guerre de résistance contre le Japon et son usage, donc l'usage de ce précédent historique pour critiquer ce qui est aujourd'hui la ligne officielle du Parti communiste chinois, en tous les cas celle d'un soutien à Poutine. Ce parallèle est d'autant plus facile pour les internautes chinois que beaucoup ont ressorti, par exemple, des exigences du Japon en 1937-1938, la reconnaissance du Manchukuo, donc de cet État fantoche mis en place par le Japon dans les 3 provinces du nord-est de la Mandchourie, qui ressemble beaucoup, il le pointe à la situation de la Crimée. Le fait qu'entre-temps, la Russie, comme le Japon l'avait fait dans les années 1930, ait mis en place des républiques fantoches, comme dans le Donbass, ou encore le discours sur le fait que l'Ukraine n'existe pas comme pays, qui, là encore, renvoie au discours selon lequel la Chine n'est pas un État, ou encore le mobile de l'invasion russe, celui d'une manipulation des puissances occidentales, à commencer par les États-Unis, qui manipuleraient les dirigeants ukrainiens, qui fait tout à fait écho au discours japonais des années 1930 sur Chiang Kai-shek, qui serait manipulé d'abord par Staline et plus tard par Roosevelt. Donc voilà, c'était juste pour donc un petit peu nuancer cette idée que vous auriez d'un côté des nationalistes pro-Poutine et de l'autre des intellectuels internationalistes qui critiqueraient la guerre. On voit qu'il y a un vrai débat, puisque tous ces posts sont beaucoup commentés, il y a beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de gens, je lis par exemple un message de quelqu'un qui dit « J'en ai vraiment marre de cette comparaison entre l'Ukraine et la guerre de résistance contre le Japon. C'est à vomir, ça ne peut émouvoir que ces tordus de Taïwanais. N'allez pas croire que les autres sont comme vous. » Voilà, donc je crois que Jean-Pierre Cabestan parlera de la situation à Taïwan. Évidemment, c'est beaucoup commenté et les internautes taïwanais ont eux aussi utilisé des référents des années 1930, 1940. J'ai vu par exemple que l'un des partis, un parti proche du Minting, donc le parti au pouvoir aujourd'hui à Taïwan, parti en faveur de la mise en place d'un État taïwanais, donc indépendantiste, a fait référence à la formule de Chiang Kai-shek des années 1930 qui était il faut d'abord pacifier à l'intérieur, lutter contre les communistes avant de pouvoir résister au Japon. Il disait il faut d'abord se débarrasser des traîtres taïwanais avant de résister à la Chine. Voilà, donc c'était juste ça pour, on pourra discuter ensuite, nuancer un petit peu cette vision parfois un peu simpliste d'un Internet chinois qui serait totalement censuré, il ne l'est pas totalement, et d'autre part d'un discours un peu binaire. On voit que ce n'est pas le cas. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Merci infiniment, David. Je propose que soit Chloé, soit Xiaohong prennent la suite. Et puis ensuite, on entendra donc Jean-Pierre Cabestan et puis on passera dans la zone périphérique, Françoise Robin et puis les autres pays. Merci beaucoup à Guibourg d'avoir initié cette rencontre. Mon intervention, ça va être
en fait, était plutôt d'essayer de brosser un certain nombre de réactions en ligne, comme vient très bien l'expliquer David. En fait, on est loin d'être dans la binarité. Je ne peux pas rentrer autant dans le détail, dans cette complexité. Je voulais juste donner quelques éléments. Et donc, en me focalisant sur des opinions exprimées en ligne. Donc, on est dans un contexte où Internet est quand même largement censuré, même s'il n'est pas complètement contrôlé par le parti, et où aussi on a des nationalistes, des Xiao Fenghong, des Little Pink, ou alors ce qu'on appelle des partis des 5 centimes payés par le gouvernement qui ont pour mission de mobiliser l'opinion en ligne. Et donc, dans ce contexte, les opinions qui sont exprimées par des experts de DRI ou par le tout venant en ligne, dans l'ensemble, mais encore évidemment, c'est plus complexe comme ça, comme vient de l'expliquer David, reflètent une certaine propagande du gouvernement chinois, c'est-à-dire les médias d'État, les responsables du ministère chinois des Affaires étrangères, qui lui-même fait en grande partie écho à celui de la Russie. Donc, en quoi consiste ce discours? En général, c'est les troupes russes sont en Ukraine pour se défendre contre une opération militaire spéciale qui a été provoquée par l'agression de l'OTAN, après que les tentatives de négociation de la Russie avec l'OTAN et les États-Unis aient échoué. Les compatriotes de la région ukrainienne sont maltraités, purgés, massacrés par les nazis ukrainiens. Les médias d'État appellent à la nécessité de dénazifier l'Ukraine sans plus d'explications. Et l'argument de base pour justifier cet alignement, c'est si nous ne soutenons pas la Russie, l'OTAN finira par menacer la Chine. Donc le gouvernement chinois, on l'a vu sur la scène internationale, a une position assez ambivalente. Il n'a pas soutenu l'invasion russe, mais il ne l'a pas explicitement condamnée non plus. Mais quand il s'adresse à l'opinion publique chinoise via les réseaux sociaux, ce discours est beaucoup plus univoque et radical. Et ce sont souvent les mêmes personnes qui s'adressent à la fois, qui ont ce double discours. Par exemple, Zhao Lijian, l'un des porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, a fini par qualifier le conflit ukrainien de guerre le 11 mars, lors d'un entretien téléphonique avec Jean-Yves Le Drian. Mais en même temps, il se fait sur les réseaux sociaux chinois le relais de fausses informations et de théories complotistes lorsqu'il s'adresse à la population chinoise. Par exemple, l'Ukraine serait un terrain, selon lui, de guerre biologique pour les États-Unis, et c'est une information qui s'est répandue très vite sur les réseaux sociaux chinois. Donc, on voit comment il y a un double discours du gouvernement chinois qui ensuite est repris et amplifié par les nationalistes. On trouve par exemple des propos comme les néo-nazis ukrainiens enterrent les civils vivants ou prélèvent des organes, les soldats russes font ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent pour éviter les morts de civils et partagent de la nourriture avec les enfants ukrainiens, les réfugiés à l'ouest vont bientôt devoir se prostituer ou vendre leurs organes pour survivre, etc., etc. Il est donc difficile de distinguer la propagande de l'État et le discours outrancier de certains nationalistes. Ce qu'on peut dire de manière synthétique, c'est ce qui domine dans cette position pro-russe, c'est un fort ressentiment contre l'influence des États-Unis et de l'Occident en général, incarné par l'OTAN, par exemple en réponse à une carte montrant l'expansion géographique de l'OTAN publiée sur la plateforme chinoise Weibo par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, donc Zhao Lijian, les commentateurs n'ont pas tardé à attaquer l'OTAN en disant l'OTAN paiera sa dette de sang, l'OTAN n'a pas de limite, son ambition agressive déclenchera des refoulements, personne ne peut supporter l'expansion vers l'Est à une telle échelle, etc. Les États-Unis et l'Occident sont par ailleurs considérés comme hypocrites, comme ayant un double standard qui est dénoncé avec le rappel des interventions américaines en Syrie, en Irak, en Afghanistan, ou encore un autre porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a accusé l'administration américaine de critiquer la Chine pour ne pas avoir fait assez pour mettre fin au conflit en Ukraine, tout en échouant elle-même à maintenir la paix et la stabilité internationale.
L'Ukraine, par ailleurs, est présentée comme manipulée par les Occidentaux et Poutine comme voulant protéger son peuple contre ces derniers. Le gouvernement et l'armée russe considèrent toujours le peuple ukrainien comme le leur dans une certaine mesure parce qu'ils ont encore la nostalgie de l'époque soviétique, qui est par ailleurs présentée souvent sous un jour positif, mais Poutine se heurte à un peuple aveuglé, manipulé par un gouvernement corrompu à la solde de l'Occident, un peuple armé par les forces occidentales, et la stratégie de Poutine qui a consisté à essayer de conquérir le cœur des Ukrainiens par la tolérance et la patience a échoué face aux manipulations de l'Occident. Et ce qui montre donc que la seule solution est l'usage de la violence et la rééducation. Donc il y a évidemment un parallèle qui est souvent fait avec Taïwan et Hong Kong. On trouve aussi des métaphores machistes, avec l'Ukraine décrite comme une femme infidèle qui aurait flirté avec l'OTAN ou les États-Unis avant d'être reconduite et qui n'a pas su protéger ses enfants à les régions de Louhansk et Donetsk. Et bon, je vous passe, évidemment, là encore, on a des versions qui dressent des parallèles avec Taïwan. Pareil que la Chine devrait reprendre dans son giron comme sa propre progéniture. Donc, on est clairement face à une guerre de l'information dans un contexte de crispation idéologique Chine-Occident, avec d'un côté la propagande gouvernementale nationaliste chinois qui relaie des théories conspirationnistes russes à l'encontre des États-Unis et des Occidentaux et dénonce l'hégémonie médiatique américaine et européenne et qu'elle prétend contrecarrer par des fact-checking. Mais les positions nationalistes pro-guerre et pro-russe ont aussi choqué beaucoup de Chinois. Et comme l'a mentionné David, il y a eu aussi beaucoup de tentatives pour faire valoir la vérité historique et s'opposer à la guerre. Certains utilisateurs de WeChat, donc cette plateforme de microblogging, ont averti qu'ils bloqueraient tous les partisans de Poutine. De nombreuses personnes ont partagé des articles sur les relations troublées de la Chine et de la Russie tout au long de l'histoire, comme l'a rappelé Juliette, rappelant notamment l'annexion russe de certains territoires chinois au Xinjiang, en Mongolie, etc., ainsi que le conflit frontalier entre la Chine et l'URSS sur le fleuve Amour en 1969. Il y a un Chinois basé à Odessa qui s'appelle Wang Qinxian, qui est un ingénieur informatique originaire de Pékin, qui a posté des vidéos sur YouTube disant qu'il voulait se regarder dans la glace, était solidaire des gens de la ville dans laquelle il vit et travaille, il donne de ses nouvelles possiblement avant de mourir, et documente les souffrances de la population ukrainienne en appelant à arrêter cette guerre. Il, par ailleurs, dénonce la propagande du gouvernement chinois. Par exemple, l'un de ses posts disait « Quel genre de guerre défensive commence en attaquant la capitale d'un autre pays ?» et notamment le fait qu'il aurait évacué avec succès les ressortissants chinois sur place. Il est devenu très célèbre. C'est une sorte de repère, il a constitué une sorte de repère pour ceux qui n'ont pas confiance dans la propagande d'État, et témoigne de ce qui se passe, de ce qui se passait en Ukraine. Il a été l'objet par ailleurs d'attaques extrêmement virulentes de la part des nationalistes et a finalement été censuré. Il y a eu cette fameuse pétition que rappelait David de 5 historiens basés à Pékin, Nankin, Shanghai, Hong Kong, qui dénoncent l'action de la Russie comme une invasion d'un État souverain, la condamnant comme violation du droit international et appelant le gouvernement chinois à en faire de même afin d'éviter un possible conflit mondial, donc appelant le gouvernement chinois à tirer des leçons de l'histoire. La pétition a été censurée en 2h40. Et puis, il y a aussi un autre historien très célèbre de l'université Tsinghua, qui est aussi un des intellectuels publics les plus en vue en Chine, qui s'appelle Qin Hui, qui a publié une série d'articles dans le Financial Times en chinois sur la guerre en Ukraine, avec l'idée de réveiller le monde face à la grande menace à la paix depuis, plus grande menace à la paix depuis Hitler, établissant notamment des parallèles entre l'Ukraine, les Sudètes, etc. Je vous renvoie là à l'excellent site de traduction de David Hornby
Reading the China Dream, qui traduit en anglais une partie des articles de Qinghui. Il y a eu enfin des étudiants de l'Université du Peuple à Pékin qui ont élaboré en collaboration avec une entreprise privée des guides de fact-checking. Il y a eu un autre site que j'ai trouvé de fact-checking auquel on peut accéder via Weixin. Et puis, il y a un autre mouvement intéressant qui a été mis en place, et je finirai là, spontanément à la fin février, qui s'appelle Tanfai Yundong, c'est-à-dire le Big Translation Movement, qui vise à traduire des posts de nationalistes chinois et de les poster sur Facebook, Twitter, notamment sur Twitter, ils ont eu plus de 15 000 abonnés en 3 semaines, avec l'intention de montrer la manière dont le gouvernement chinois, la double face du discours officiel chinois, et comment le gouvernement chinois contribue sur la scène nationale à attiser le nationalisme. Donc, ce site a obtenu le soutien d'un certain nombre d'intellectuels chinois basés en réfugiés à l'étranger. En conclusion, donc, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a inspiré une nouvelle vague nationaliste en Chine. La représentation de la Russie par Vladimir Poutine comme victime de l'agression politique, idéologique, militaire de l'Occident a trouvé un écho certain chez nombreux Chinois qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Et d'une manière générale, le cadrage dominant des réactions en ligne a sans doute renforcé la légitimité du Parti communiste chinois au sein de la population chinoise et a contribué à discréditer l'Occident et les États-Unis un peu plus, sans que sans que la Chine ait pris le risque réel de se ranger économiquement et militairement du côté de la Russie. Il existe cependant une certaine diversité dans l'opinion chinoise qui témoigne de cette autre Chine dont parle Jérémy Barmé, même si les voix alternatives restent marginales, faibles, qui sont souvent censurées, mais qui aussi permettent la tenue d'un certain discours, comme d'une certaine réflexion sur l'histoire aussi, comme le soulignait David. Et je m'arrête là. Je vous remercie. Donc, c'est Sharon Xiaoplan qui va s'exprimer, puis ensuite Jean-Pierre qui donc parlera de Taïwan, je crois. N'est-ce pas, Jean-Pierre? C'est bien ça? Parfait. Donc, ensuite, après Sharon qui reste sur la Chine continentale, on aura donc Taïwan, et puis le Tibet, la Mongolie, le Vietnam. Bonjour, merci d'abord les organisateurs d'avoir organisé cette manifestation. Donc, je viendrai vous parler un peu de mes impressions personnelles en suivant quotidiennement les messageries textuelles, vocales sur WeChat et d'autres plateformes numériques. Ce que je vais dire, sans doute, répéter peut-être certaines choses que les collègues ont déjà dit, mais je pense que nos propos se complètent et voilà, et nos analyses aussi. Dans les premiers jours de l'agression russe de la fin de février, j'ai l'impression qu'il y a eu sur les réseaux sociaux chinois un moment d'ovation sur la personnalité de Poutine. Il a été acclamé brillamment pour l'avoir lancé la guerre et il a été adulé comme un héros. Un nouveau tsar qui avait le cran de défier les Américains et les Occidentaux pour défendre les intérêts de son pays. Peu de voix d'opposition se sont levées contre. Au sein des groupes de WeChat, des membres du parti et d'anciens cadres ont été souvent les premiers à approuver l'acte de Poutine et les discours anti-américains, anti-occidentaux. D'autres membres des groupes n'osaient pas trop s'y opposer publiquement et tout de suite. Donc, j'ai eu au téléphone un ami de l'université de Futin qui était très inquiet et qui m'a parlé de l'inquiétude de lui et de ses collègues. Et eux, ils pensaient que plus de 80% de l'opinion chinoise soutenait Poutine. Ils se demandaient si la Chine n'avait signé avec la Russie un accord secret permettant la réunification chinoise avec Taïwan par force. En chinois, Wutong. Mais d'autres connaissances ne partageaient pas ce pronostic trop pessimiste, pour qui le soutien à Poutine n'atteignait pas 50% des opinions exprimées. Les points de vue divergents ont rapidement fait surface sur les réseaux sociaux, d'autant que tout en
refusant à condamner clairement l'invasion de la Russie, le gouvernement chinois a déclaré son respect des principes de souveraineté nationale et d'intégrité territoriale. Donc, les échanges se sont ensuite enflammés sur les réseaux sociaux. Des groupes de WeChat se sont divisés souvent en deux camps opposés. Au bout d'une semaine de guerre russo-ukraine, un sondage d'Internet a circulé annonçant les proportions des opinions exprimées sur les plateformes de communication. Sur Douyin, TikTok, 95% pour Poutine et 5% contre. Sur NetEase, en chinois Wang Yi, 10% pour Poutine et 90% contre. Dans les milieux intellectuels, 1% pour Poutine et 99% contre. Il est indiqué également que la proportion des personnes en faveur de Poutine est nettement supérieure au nord qu'au sud de la Chine. Ce sondage n'a aucun fondement scientifique, ressemblait à une évaluation optimiste d'un amateur. Il donne peu de crédit, évidemment, aux opinions exprimées sur la plateforme de Douyin, à TikTok. C'est une application de divertissement très populaire chez les jeunes. Mais le NetEase Wang Yi est un site web important et populaire. Et lui-même, il rapporte dans son portail des informations très variées, tout en évitant de franchir la ligne rouge, c'est-à-dire la position officielle du gouvernement chinois. Et derrière leur flash d'informations, les opinions manifestées sont effectivement très variées et très divergentes. Certains mettent toutes les responsabilités du conflit sur le dos des États-Unis et de l'OTAN. D'autres bafouent sévèrement la transgression russe des règles internationales. Il serait difficile d'évaluer la proportion des pour et des contre, mais deux points me semblent importants après les premiers jours du conflit. Premièrement, les voix acclament l'exploit de Poutine se sont affaiblies. Deuxièmement, même si Pékin refuse toujours de condamner l'opération russe au nom de l'invasion, beaucoup d'internautes la considèrent comme un acte qui enfreint les principes de la souveraineté nationale et de l'intégrité du territoire et éprouvent la sympathie, voire l'admiration pour la résistance opiniâtre des Ukrainiens. Un espace public a émergé sur les plateformes numériques dont l'apparition est en partie liée à l'ambiguïté du gouvernement chinois, tout en maintenant un pseudo-neutralité entre la Russie et l'Ukraine. Pékin s'efforce de tenir un certain équilibre entre la Russie et l'Ukraine, les États-Unis et les Européens. Les médias officiels ont transmis au jour le jour les images de guerre, des scènes de destruction massive par les bombardements russes, montrent l'évident échec du projet de guerre éclair russe, la détermination du peuple ukrainien à riposter des réfugiés de guerre, le soutien massif des communautés internationales. Donc, malgré le contrôle gouvernemental, des internautes chinois captent aussi les informations et les images émises par les médias et des agences étrangères pour appuyer ou enrichir leur analyse et réflexion. Évidemment, c'est un texte qui vilipende très vivement le comportement de Poutine, n'ont pu échapper au sort de la censure. Mais beaucoup d'internautes ont utilisé le stratagème de transformer les textes censurés en notes ou en forme du PDF avant de les faire circuler sur le WeChat. En outre, contrairement aux ovations fanatiques des partisans de Poutine, les internautes dissidents s'efforcent d'émettre une voix rationnelle et objective, dans la limite de l'autorisation officielle. À son tour, face aux réactions des camps opposés, Pékin laisse aussi paraître des signes de prudence et d'hésitation. Toujours est-il qu'un certain espace d'expression semble être toléré. D'ailleurs, ce dernier a été fait déjà son apparition avant la guerre, lors de l'affaire du scandale de la femme enchaînée, tant la colère de l'opinion publique a été déferlante et persistante pendant des mois.
Maintenant, que rapportent les textes postés? Donc, il y a des réactions, des commentaires après les flashs d'information, et il y a aussi également beaucoup de textes d'analyse qui sont postés par les auteurs qui ont un compte officiel, ils appellent ça un compte officiel sur le WeChat ou sur d'autres plateformes. Donc, mis à part la prise sommaire mentionnée en haut, les textes d'analyse ont circulé en nombre sur WeChat et d'autres réseaux sociaux. Comme l'a relevé un couple d'anciens éditeurs et journalistes réputés, les publications parues sur les comptes de WeChat sont beaucoup diffusées. C'est justement, sont beaucoup lus et discutés. C'est justement parce qu'ils ont rempli le vide laissé par les médias officiels, car ces dernières ne rapportent que peu d'analyses sur le sujet de cette guerre, par peur de dépasser le cadre strict défini par les déclarations gouvernementales. En plus, le peu de commentaires est souvent paru en marge de la presse officielle. Bon, je n'aurai pas beaucoup de temps, mais bon, je relève quelques thèmes développés par les détenteurs de comptes publics. Premier point, parallèle historique, je pense que c'est David et tout le monde, Chloé et Juliette ont tous beaucoup parlé, donc je ne vais pas développer. C'est justement, je pense que ces arguments pourraient être assez efficace pour appuyer les oppositions à l'agression russe, parce que ça correspond aussi à une certaine mémoire collective, aussi aux connaissances des lecteurs, ce sont des guerres assez proches quand même, pas très loin, et qu'ils ont appris dans les manuels scolaires ou dans la littérature de vulgarisation. Et ensuite, géopolitique et géostratégique. Beaucoup d'analyses se situent sur le plan géopolitique. Certaines considèrent qu'il s'agit d'un conflit russo-américain plus que russo-ukraine, pointant l'expansion vers l'est de l'OTAN et spéculant sur l'intention des Américains de contrôler l'Europe aux dépens de l'Union européenne. D'autres approuvent la position de l'OTAN et de l'UE de soutenir au moins fermement l'Ukraine et de sanctionner sévèrement la Russie, tout en évitant l'escalade de la guerre. Beaucoup avertissent que la Chine n'a aucun intérêt à s'impliquer dans le conflit du côté des Russes et rappellent que la Chine s'est rangée 2 fois du côté des Alliés pendant les 2 guerres mondiales du XXe siècle. Ensuite, analyse militaire. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y a beaucoup d'amateurs, géographes, anciens journalistes, etc., suivent attentivement l'évolution de la guerre russo-ukraine. Donc, tous les jours, il y a beaucoup de gens qui postent leurs analyses avec des informations très concrètes, des images sur les réseaux sociaux et qui montrent beaucoup. Et ça, je pense que ça, c'est une démarche intéressante. Ils n'ont pas besoin de trop porter leur propre impression, commentaire, mais on voit bien ce qui s'est passé sur les champs de bataille d'Ukraine. Et cela impressionne évidemment les chroniqueurs et les lecteurs de web. Voilà, donc, on voit bien aussi l'échec de la tactique russe de guerre clair, les obstacles logistiques, d'approvisionnement. Et donc, voilà. Donc tout cela est de plus en plus considéré comme révélateur du mythe de la superpuissance militaire russe. Ce suivi attentif du processus du conflit armé a également alimenté d'intéressantes réflexions de certains auteurs sur le rôle de la guerre dans la formation de l'État-nation et sur le sens du régime politique démocratique. Bon, je termine sur le dernier point, la Chine et le monde. Donc, peu d'internautes mentionnent Taïwan, un sujet quasi tabou sur le web chinois, à l'exception, bien entendu, des voix mentionnées plus haut en faveur de la réunification par la force avec l'île indocile. Mais à mesure que la guerre russo-ukrainienne se prolonge, beaucoup d'auteurs prévoient l'arrivée prochaine d'un changement de donne sur l'échiquier politique mondial.
Les stratégies mondiales et en Asie-Pacifique des États-Unis demeurent la préoccupation prioritaire des Chinois. Les hostilités accumulées depuis les présidents Trump et Biden laissent beaucoup de gens en grand désarroi. Les modérés souhaitent évidemment la restauration d'une relation bilatérale moins conflictuelle et bénéfique mutuellement pour les deux pays. En revanche, les plus ambitieux ont ressorti du tiroir l'ancienne thèse maoïste sur la division des trois mondes et soutiennent l'idée selon laquelle la Chine doit se hisser à la position du leader du tiers-monde pour diriger un fonds commun opposé aux États-Unis et à ses alliés, tout en maintenant un rapport de collaboration avec l'Union européenne. Ces deux visions ne sont sans doute pas nouvelles et on peut imaginer qu'elles sont également présentes au sein de l'équipe dirigeante du Parti communiste. Jean-Pierre, c'est à vous si vous voulez bien. Merci Guibourg. Merci tout d'abord à l'IFRAE d'avoir organisé cette rencontre. Je suis très sensible d'avoir reçu votre invitation à parler de Taïwan. S'il y a un pays qui, évidemment, observe ce qui se passe en Ukraine de très près, c'est bien Taïwan. Comme vous le savez, les parallèles entre l'invasion russe de l'Ukraine et les ambitions de Xi Jinping de réunifier Taïwan à la Chine par n'importe quel moyen sont nombreux et sont justifiés. Cela étant, dans l'ensemble, je pense que, je vous donne tout de suite ma conclusion, je pense que la crise ukrainienne et cette guerre ont plutôt conduit le pouvoir communiste en Chine à réfléchir à 2 fois et peut-être même à 3 fois avant de se lancer dans une opération militaire contre Taïwan. J'expliquerai pourquoi. Cela étant, ça ne garantit pas à Taïwan une paix éternelle. Au contraire, s'il y a un enseignement que Taïwan est en train de recueillir de cette première guerre européenne depuis 1945, si on met de côté évidemment les guerres yougoslaves, eh bien, c'est que si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre. Alors, cette guerre en Ukraine a été évidemment interprétée, comprise à Taïwan, comme dans le reste du monde démocratique, eh bien, comme une bagarre, comme un affrontement entre les démocraties et les dictatures, entre le camp de la liberté et les camps des envahisseurs qui, sous des prétextes fallacieux, mettent en cause l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale des autres pays. Il y a eu beaucoup d'échos à Taïwan, évidemment, de toutes ces voies dissidentes que vous avez évoquées en Chine continentale. D'une certaine manière, pour se rassurer, parce que je pense que les Taïwanais sont bien conscients que ces voies dissidentes qui ont été présentées par les orateurs précédents, eh bien, sont minoritaires. Et de toute façon, même si elles étaient majoritaires au sein du corps social, ça ne garantirait pas qu'elles puissent influencer Xi Jinping et la direction du Parti communiste qui veille au gouvernement et à l'avenir de la Chine populaire. Alors, on a peut-être dit, et certains qui observent Taïwan de près, que cette guerre a été un facteur de division entre les différentes forces politiques à Taïwan, entre d'un camp le camp bleu, dirigé par le Kuomintang, et puis le camp vert, avec évidemment la présidence de Tsai Ing-wen, le DPP, Parti démocrate progressiste, et puis les autres forces en faveur soit du statu quo, soit de l'indépendance de Taïwan. Je pense personnellement que cette guerre a été un facteur d'unité entre les principales forces politiques de Taïwan. Évidemment, le Kuomintang en a essayé d'en tirer parti pour appeler à la prudence, éviter les provocations, en revenir au principe auquel est attaché le Kuomintang de la Chine unique, selon lequel il y a une seule Chine, mais que chacun conserve sa propre interprétation. C'est-à-dire que pour la Chine populaire, c'est la République populaire de Chine, et pour Taïwan, c'est la République de Chine à Taïwan. Mais je pense que dans l'ensemble, si on voit les principaux responsables du Kuomintang, Eric Zhu, Zhu Lilun, c'est plutôt un facteur d'unité, un facteur même d'union nationale, et peut-être aussi un facteur, un peu comme en Ukraine, de consolidation
du nationalisme taïwanais, en dépit des ambiguïtés, évidemment, que vous connaissez probablement, qui habitent ce nationalisme. Alors, parmi les bonnes nouvelles, si vous voulez, pour Taïwan, c'est que le soutien des États-Unis à Taïwan est autrement plus fort que le soutien de l'OTAN à l'Ukraine. Comme on sait, l'Ukraine n'appartient pas à l'OTAN, mais probablement n'appartiendra jamais à l'OTAN. Alors que le soutien des États-Unis, depuis Trump, et plus encore avec la présidence Biden, est devenu de plus en plus clair. L'ambiguïté stratégique d'autrefois était maintenue pour la forme, mais il est évident que s'il y avait une attaque non provoquée de Taïwan par l'armée populaire de libération, eh bien les États-Unis interviendraient, et pas seulement les États-Unis, mais aussi probablement le Japon, qui apporterait un soutien logistique. Il y serait contraint de fait de sa proximité géographique et des installations militaires américaines qui sont présentes au Japon, mais peut-être aussi l'Australie, en raison de ce pacte AUKUS qui vient d'être conclu, comme vous le savez, en septembre dernier. La deuxième raison d'optimisme, si vous voulez, c'est qu'on s'aperçoit avec cette opération, c'est une attaque qui devait se traduire par une blitzkrieg, une guerre éclair, eh bien, peut très vite mal tourner. L'armée populaire de libération n'a pas combattu depuis 40 ans vraiment de manière sur un théâtre terrestre, et plus encore, je dirais jamais à travers un détroit comme celui de Taïwan, qui est connu pour ses intempéries, ses difficultés d'approche de l'île de Taïwan. Donc, il n'y a pas d'expérience et une opération, une fois encore, mal préparée, mal coordonnée, peut très bien tourner au désastre assez rapidement. Le troisième facteur, si vous voulez, d'optimisme, c'est que ça a provoqué une mobilisation à Taïwan, suscité un nouveau débat sur la réforme des forces armées, la réintroduction probable, possible, mais peut-être probable aussi, d'un service militaire plus long. Vous savez que le service militaire à Taïwan aujourd'hui n'est plus de 4 mois, c'est extrêmement symbolique et même inutile. On parle beaucoup, et j'ai regardé les derniers sondages d'opinion, à peu près les 3/4 des Taïwanais soutiennent l'idée d'en revenir à un service militaire d'1 an. Alors, il faudra évidemment réfléchir à savoir si c'est vraiment utile, alors que les guerres sont maintenant des guerres beaucoup plus de professionnels, surtout si c'est des guerres qui sont principalement conduites par la marine et l'armée de l'air. Maintenant, il y a d'autres bonnes nouvelles, si je puis dire, pour Taïwan, c'est que je pense que la Chine regarde ça de très près. C'est qu'on est dans ce que Bertrand Badi et d'autres appellent une forme de guerre, une forme de guerre mondialisée, en le sens que les conséquences internationales et les sanctions économiques que peuvent être prises en opposition à un conflit armé non provoqué, comme par exemple une attaque de Taïwan par la Chine, eh bien, les sanctions économiques ont des ramifications innombrables et peuvent provoquer un cordon sanitaire extrêmement contraignant à la puissance envahissante. Alors évidemment, pour la Chine, les conséquences seraient aussi désastreuses pour beaucoup d'entreprises étrangères, notamment européennes ou américaines. Elles seraient aussi probablement désastreuses pour Taïwan et son industrie électronique, des semi-conducteurs. Mais le prix à payer par la Chine pourrait, à mon avis, non seulement économique, mais aussi en termes d'isolement international, pourrait l'amener à réfléchir aussi à 2 fois avant de se lancer dans une telle guerre. Enfin, ce que je rajouterais, c'est que, c'est une idée que j'ai développée dans mon dernier livre, là, Demain la Chine, guerre ou paix, c'est que, en fait, la stratégie prônée par Xi Jinping est plutôt une stratégie qui privilégie les zones grises, et qui consiste à faire peur aux Taïwanais, intimider les Taïwanais, à rester en deçà du seuil de la guerre. Alors, cela étant, il y a quand même des sujets de préoccupation. Sujet de préoccupation du fait de la nature du régime chinois et des similitudes qui ont été évoquées avec le régime russe, qui fait qu'une guerre peut être décidée par un seul homme. Xi Jinping en Chine, Poutine en Russie, et ceci en dépit d'un système de parti unique qu'on connaît et qui autrefois privilégiait la direction collective, mais la direction collective qu'aujourd'hui, évidemment, à laquelle aujourd'hui Xi Jinping a totalement tourné le dos. La deuxième sujet d'inquiétude, c'est du côté de Taïwan, c'est que la Taïwan, comme la Chine continentale, et plus encore probablement, c'est des habitués de la guerre, elle est mal préparée au sacrifice, et il y a
devant les massacres et les hécatombes qu'on observe à la télévision chaque jour en Ukraine, ça provoque à Taïwan un véritable choc psychologique. Et ils se demandent si vraiment ils sont aussi préparés que les Ukrainiens à faire leur sacrifice de leur vie pour défendre Taïwan face à la Chine populaire. Parce que, c'est le troisième argument, c'est que la symétrie entre l'APL, l'Armée populaire de libération, et les forces armées taïwanaises est autrement plus grande, plus vaste qu'entre les forces armées russes et l'armée ukrainienne. Donc, il y a un problème de préparation et ce n'est pas forcément d'ailleurs l'allongement du service national qui serait la réponse la plus évidente. Il y a un besoin de réorganiser la réserve, les forces de réserve à Taïwan qui sont vraiment importantes sur le papier, près de 2 millions de Taïwanais, mais dans la réalité, ils ont très peu d'utilité, sauf peut-être éventuellement pour organiser la défense civile, mais pas pour préparer la défense armée et offensive, active de l'île de Taïwan. J'ai déjà parlé de la dépendance économique de Taïwan, qui évidemment fragilise sa position et peut inciter les dirigeants taïwanais, même les dirigeants du PDP, du Parti démocrate progressiste, à faire des concessions importantes si une telle attaque était organisée par Xi Jinping ou son successeur. Enfin, bon, il y a une dernière différence qui évidemment fragilise enfin la position de Taïwan, c'est que Taïwan n'est pas reconnu comme une nation par la plupart des États du monde. Alors, est-ce que ça sera un obstacle? Je pense que ça fragilise évidemment la position de Taïwan et que plus encore que dans l'affaire ukrainienne, les pays du Sud seront soit adopteront une forme de neutralité ou même de soutien à la Chine. Comme vous savez, beaucoup de pays du Sud soutiennent la Chine sur beaucoup de questions, y compris des questions extrêmement controversées, comme l'emprisonnement d'1 million de Ouïghours au Xinjiang ou la mise au pas de Hong Kong ces dernières années par le Parti communiste chinois. Mais c'est probablement pas l'obstacle le plus important ou la faiblesse la plus importante que connaîtra Taïwan en cas d'affrontement entre la Chine et Taïwan. Donc, pour résumer, je dirais que c'est plutôt un facteur d'unité, un facteur de prise de conscience aussi face à la vulnérabilité de Taïwan et aussi une manière pour les Taïwanais de mieux comprendre le prix qu'il faut payer pour protéger à la fois leur liberté et leur démocratie. Merci. Merci beaucoup Jean-Pierre. Jean-Pierre Cabestan, qui est donc à Hong Kong, donc avec 10 heures de décalage ou 8 heures, je ne sais plus. 10 heures. Depuis que vous êtes passé à l'heure d'été, c'est seulement 6 heures. D'accord, bon, tout va bien. Ok, merci quand même Jean-Pierre, merci beaucoup. Je redonne les noms des personnes qui sont intervenues jusqu'à présent. Donc Juliette Genevaz, David Serfas, Chloé Froissart, Xiao Hong Xiaoplan. Et donc, je vais laisser la parole maintenant après Jean-Pierre à Françoise Robin qui va donc nous parler du Tibet. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer de vous parler de la situation, des prises de position tibétaines sur la crise ukrainienne. Alors, je commence par vous montrer une carte pour vous situer le Tibet. Donc, le Tibet, c'est le seul à ne pas être un pays dans notre rencontre aujourd'hui. Donc, vous avez le Tibet historique qui a été annexé par la Chine dans les années 50, et ça a son importance parce que vous allez voir qu'il y a là aussi des rappels de l'histoire. Le Dalai Lama, à la tête de la moitié de cette zone, s'est enfui à Dharamsala en Inde en 1959 et il a reconstitué un gouvernement tibétain en exil. Ce gouvernement existe toujours, fonctionne encore comme un paragouvernement. Il n'est pas reconnu internationalement, il est accepté par l'Inde et les personnes qui relèvent de ce gouvernement en exil sont les Tibétains de l'exil. Donc, vous voyez que le Tibet, c'est énorme en Chine, hein, c'est un quart du territoire chinois, de la République populaire de Chine actuelle, seulement 6 millions d'habitants. Et en exil, 1 500 000 habitants, 150 000 Tibétains qui vivent en exil. Alors, les Tibétains du Tibet, on l'a entendu sur la Chine, hein, sont donc les Tibétains du Tibet chinois sont soumis à la pression chinoise qui limite beaucoup leur liberté d'expression.
Et en tant que Tibétains, ils sont encore plus soumis à la suspicion, ils sont sujets de suspicion puisque s'ils critiquent la Chine et les positions officielles chinoises, ils vont passer pour mettre en avant des positions centrifuges ou séparatistes. Et donc, il est très difficile pour eux d'émettre un avis qui va à l'encontre de l'opinion, disons, officielle chinoise. Et donc, il y a très, très peu de commentaires. On trouve très peu de commentaires sur les réseaux sociaux tibétains, notamment par WeChat, donc ce réseau de microblogging en Chine. Les Tibétains, ils sont grandement abonnés, enfin, l'utilisent beaucoup. Donc, j'ai regardé un petit peu aujourd'hui et hier tout ce qu'avaient mis les personnes voilà, avec qui moi je suis en contact. Et il y a pas mal de gens, d'ailleurs, parfois pas en contact très régulier, mais enfin voilà, j'ai sondé un petit peu. J'ai trouvé soit le grand silence, soit des appels vagues à la paix. Des prières, des injonctions ou des conseils de prière. Comme bien sûr au Tibet, tout finit toujours par une poésie, un poète tibétain très connu, Kyabchen Dejol, qui a écrit un poème, vous voyez Guernica comme illustration, le poème est consacré, donc perception intime de la guerre, ça s'appelle, et c'est un appel à la paix. C'est à peu près tout ce que les Tibétains pour l'instant peuvent mettre sur leur site. Alors j'ai trouvé également quelque chose d'assez discret j'ai trouvé, voilà, ceci, vous voyez, deux footballeurs, je suppose que ce sont des footballeurs, peut-être qu'ils sont connus, je ne sais pas, avec No War in Ukraine écrit sur le maillot. Donc, c'était à peu près la seule prise de position qui, disons, serait sans danger, je pense, pour des Tibétains qui vivent en République populaire de Chine. Quelqu'un qui a des contacts au Tibet m'a expliqué que dans une zone du Tibet, au nord-est du Tibet, le maire, le représentant officiel du Parti communiste local avait réuni les villageois il n'y a pas très longtemps pour leur demander de ne surtout rien dire sur les réseaux sociaux à propos de la guerre en Ukraine parce que c'était extrêmement surveillé et qu'on les déconseillait de mettre des choses. Alors, voilà pour le côté tibétain en République populaire de Chine, donc les 6 millions de Tibétains. Maintenant, allons voir les 150 000 Tibétains qui ont passé l'Himalaya ou qui sont des descendants de ceux qui ont passé l'Himalaya, 60 ans d'exil, 150 000 personnes, une centaine de mille en Inde et puis le reste en Europe et aux États-Unis. Alors là, c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que le soutien est totalement absolu à la cause ukrainienne, vous pouvez vous en douter. Alors j'ai trouvé très récemment, le Dalai Lama s'est adressé, alors le Dalai Lama s'est retiré officiellement de sa position politique, il a toujours une position religieuse. Et donc là, il parle avec des Ukrainiens, notamment l'ancienne ministre de l'Éducation. En octobre 2020, le Dalai Lama s'est entretenu avec des éducateurs pour parler de quelque chose qu'il développe beaucoup et qu'on développe beaucoup en exil actuellement, qui est l'appel à une éthique ou une morale séculière ou laïque. Et il a d'ailleurs, en 2019, il y a eu une rencontre, alors ça n'est pas le Dalai Lama, c'est un moine tibétain, avec Zelensky. En 2019, Zelensky avait reçu ce représentant. Alors c'est un représentant d'une association qui prône l'éducation, une ouverture à l'éducation séculière basée sur la compassion et la non-violence. Et donc, il y a eu des échanges assez nourris. Et on en reparle maintenant sur les réseaux sociaux tibétains en exil pour dire qu'il y a eu des petits liens entre les Tibétains et les Ukrainiens assez récemment, 2019-2020. Outre le Dalai Lama alors le Dalai Lama, une fois que la guerre est partie, vous voyez, le 28 février 2022, 4 jours après le début de la guerre, le Dalai Lama a lancé un appel en disant qu'il espérait, il prenait le dialogue pour restaurer la paix en Ukraine. Et à ma connaissance, il s'est assez peu prononcé depuis lors, au moins à titre individuel. En revanche, on a eu la veille ou l'avant-veille, le Premier ministre. Alors, il y a un gouvernement tibétain en exil avec un Premier ministre que maintenant on appelle président, mais enfin bon, le titre pendant longtemps a été Premier ministre, Pemba Tsering, qui a été élu l'an dernier, lui, alors je vous invite à regarder son commentaire, c'est un peu petit, mais il a écrit juste après le début de la guerre, en solidarité avec le peuple ukrainien. Comme on le dit dans le proverbe tibétain, les grands insectes mangent les petits insectes. L'invasion de l'Ukraine nous rappelle l'invasion du Tibet en 1950. Le recours à la violence est inhumain, anachronique dans le monde d'aujourd'hui. Il faut que la paix revienne en Ukraine. Donc, du point de vue officiel tibétain en exil, c'est tout à fait clair. Et très récemment, le Dalai Lama a lancé avec une dizaine de prix Nobel de la paix un appel qui a été relayé sur les réseaux sociaux. Le voilà. Donc, c'est l'Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire qui a été récipiendaire du prix Nobel de la paix il y a quelques années
et le Dalai Lama ainsi que d'autres lauréats ont lancé une pétition pour rejeter la guerre et le recours aux armes nucléaires. C'est une pétition qui est en train de circuler. Donc le Dalai Lama refait surface, entre guillemets, après un mois quasiment de silence, et là, pas tant dans une initiative individuelle, mais qu'un appel collectif. Donc voilà pour le côté officiel. Maintenant, le côté plus société civile, tibétain. Alors les Tibétains en exil, eux, au contraire, se sentent très, disons, a priori, très concernés et offrent un soutien inconditionnel à l'Ukraine. Alors ce qui est intéressant, c'est que malgré ces quelques tentatives d'approche, mais le Dalai Lama, je vous ai montré sa photo en octobre 2020, quand il avait pris langue avec des représentants d'associations pour l'éducation en Ukraine. Il a dit que c'était la première fois qu'il parlait avec des Ukrainiens. Donc, on était en octobre 2020. Oui. Donc, l'Ukraine ne fait pas vraiment partie du paysage tibétain. Et d'ailleurs, ça se voit parce que quand j'ai fait des recherches sur Internet, je ne savais pas comment écrire Ukraine en tibétain. Là, sur les mots-clés, alors il y a Ukraine, il y a Ukraine, Karen, etc. Donc, même l'orthographe du nom du pays n'est pas fixée. Ceci dit, j'ai quand même trouvé j'ai interrogé des amis tibétains sur sur leur perception du conflit. J'ai lu aussi la presse, il y a une presse tibétaine en exil. Alors, les Tibétains en exil font un parallèle très clair entre le régime chinois et le régime russe actuel, entre la Russie et la Chine, entre Poutine et Xi Jinping. Ce sont des pays amis, ce sont des pays proches, ils ont partagé un héritage communiste ou socialiste. Ce sont des régimes sans pitié, disent-ils, et des leaders sans pitié. Donc ils peuvent très bien disons, ils ont une méfiance assez profonde envers la Russie de Poutine. Ils font des parallèles historiques entre le Tibet et l'Ukraine, comme je vous l'ai dit, les années 50 au Tibet, 2022 en Ukraine. Le sort des réfugiés, le fait qu'il y ait beaucoup de réfugiés maintenant ukrainiens en Europe, touche les Tibétains aussi, qui sont eux-mêmes des réfugiés. Donc, ils font des parallèles entre l'état de la condition de réfugiés. Et puis, j'ai trouvé également, j'ai trouvé un jeune, Tsiri Wangchuk, un jeune homme qui s'intitule International Political Commentator. Il a l'air d'être en Inde, puisqu'il a un drapeau du Dalai Lama, un portrait du Dalai Lama derrière lui et un drapeau de l'Inde aussi. Tous les jours, il fait une chronique de 10 minutes qui est écoutée par 10 000 personnes, ce qui est assez nombreux, parce qu'il n'a que 9 000 abonnés, 8 000 abonnés à son compte, mais chacune de ces vidéos qui explique en fait la situation du jour, est quand même suivi par pas mal de Tibétains et on reçoit beaucoup de commentaires très élogieux. J'ai écouté une petite vignette comme ça, celle d'aujourd'hui, effectivement, il reprend tout ce qu'on dit à la BBC, les grands canaux d'information mondiaux pour tenir les Tibétains informés. Voilà, c'est fini. Ben voilà, donc gros soutien tibétain en exil, que ce soit du gouvernement tibétain en exil ou de la population. En revanche, silence assourdissant des Tibétains en République populaire de Chine, à part des petits appels à la paix, et on peut se demander dans quelle mesure ce qu'on entend en exil n'est pas le reflet aussi de ce que pourraient penser les Tibétains au Tibet, mais ça, on ne peut pas le savoir. Merci. Khamti, s'il te plaît, à toi. Donc, Doan Khamti, au sujet du Vietnam maintenant. Voilà, donc je vais commencer par tracer très rapidement un tableau de rapport entre le Vietnam et la Russie et l'Ukraine. Alors, le Vietnam est sans doute le pays, je crois que sans aucun doute, le pays le plus russophone et russophile de la région. L'enseignement du russe a été obligatoire dans le Vietnam communiste. Et puis dans le Vietnam réunifié, et de tous les niveaux, de l'école primaire jusqu'au doctorat. Si la génération de mes grands-parents, par exemple, a lu Le Rouge, le Noir de Stendhal dans le texte en français, la génération de mes parents ont vu à l'écran, vu l'adaptation du Rouge, le Noir à l'écran russe. Voilà, vous avez comment la Russie a représenté pour nous, la Russie a adapté tous les textes
y compris les trois mousquetaires à l'écran. Hein. Vous voyez, donc le Vietnam a vu le monde à travers l'œil russe pendant très très longtemps. Donc la plupart des dirigeants vietnamiens du Vietnam actuel ont été formés en Chine, pardon, en Union soviétique, surtout en Russie et en Ukraine, dans les années 1980-1990. Pour régler ses dettes à la Russie qui lui avait vendu des armes pendant la guerre contre les Américains, puis pendant la guerre contre la Chine. Le Vietnam a exporté massivement sa main-d'œuvre vers la Russie. Donc, après la chute de l'Union soviétique, beaucoup de Vietnamiens, y compris les intellectuels et les ouvriers, ont décidé de rester en Russie, tout comme beaucoup de conseillers russes ont préféré rester au Vietnam. À Nha Trang, par exemple, une ville côtière dans le centre du Vietnam, pas loin de Cam Ranh. Cam Ranh, c'est une baie. C'est une baie stratégique qui a été louée à l'Union soviétique pour un bail de 25 ans. À côté, donc dans cette ville, se trouve aujourd'hui le quartier russe le plus important du Vietnam. La marine russe est restée à Cam Ranh jusqu'en 2002. Cam Ranh est devenue la base maritime la plus importante de l'Union soviétique à l'étranger. Donc, les touristes russes représentent aujourd'hui à peu près 10-15% du marché du tourisme vietnamien. Les échanges commerciaux bilatéraux se sont élevés à peu près 5 milliards de dollars, le chiffre n'est pas très important, mais c'est un chiffre sûr, ça veut dire que ça s'accroît d'année en année, et la Russie, de toute façon, est considérée encore aujourd'hui comme sans doute l'allié la plus fiable du Vietnam, une priorité dans la relation extérieure du Vietnam, parce que malgré la chute de l'Union soviétique, la Russie reste un allié fiable, c'est ce que je dis, par rapport à la Chine qui a invité, je rappelle que Pékin a invité Nixon en 1972 en Chine, en pleine guerre du Vietnam, avant d'envahir le Vietnam au niveau de la frontière en 1979. Donc la Chine, le Vietnam a été toujours obligé de jouer avec les deux grands frères, la Chine, enfin les deux grandes sœurs, si vous voulez, du camp socialiste, entre la Chine et la Russie. Mais si le Vietnam se méfie beaucoup de la Chine, parce qu'aujourd'hui les Chinois occupent plusieurs îles vietnamiennes, le Vietnam a toujours une confiance quasi absolue à l'égard de la Russie. Et Poutine, même si c'est le Vietnam le considère, parce qu'il est quand même un ancien membre de la KGB, comme un camarade, un vrai camarade. Donc tout ça, ça explique voilà, un rapport un rapport très complice entre Hanoï et Moscou. Voilà. Et donc, avec, même malgré la chute de l'Union soviétique, Hanoï n'a pas coupé les ponts avec Moscou, et on peut même parler de la continuité sur certains enjeux, dont ceux de la défense, ceux de défense et de sécurité. Alors, quant au rapport avec l'Ukraine, c'est aussi intéressant. En 1992, 4 mois après la déclaration d'indépendance de l'Ukraine, le Vietnam la reconnaît comme en tant qu'État depuis 30 ans. La coopération avec l'Ukraine est devenue la plus importante, bien sûr, après la Russie, que le Vietnam a pu construire avec un pays de l'ancien bloc de l'Est.
cette relation existe bien entendu depuis l'époque soviétique. Aujourd'hui, vous avez une communauté de au moins 30 000 Vietnamiens en Ukraine. Immédiatement après la chute de l'Union soviétique et l'indépendance de l'Ukraine, beaucoup d'étudiants vietnamiens ont compris l'enjeu commercial qu'ils peuvent trouver en Ukraine. Voilà, donc ils ont investi. Aujourd'hui, l'homme le plus riche du Vietnam, Pham Nhat Vuong, par exemple, a fait sa première fortune en Ukraine entre 1993 et 1997. Voilà, tout ça pour vous dire qu'encore aujourd'hui, alors le plus gros du rapport entre l'Ukraine et le Vietnam consiste dans les contrats de maintenance du matériel militaire soviétique acquis par le Vietnam avant 1991 avec l'Ukraine. Voilà, donc j'arrive à une conclusion. Voilà, quelle serait la réaction de Hanoï à la crise actuelle? Au lendemain de l'invasion de l'Ukraine, le 25 2022, le Vietnam a fait part, je cite, de ses graves inquiétudes à propos du conflit armé. Voilà, et puis le Vietnam a appelé les deux côtés à la retenue, au respect. Le 2 mars 2022, le Vietnam s'est abstenu. C'est le seul pays avec le Laos de l'Asie du Sud-Est, à s'être abstenu. Vous voyez, lors du vote de l'ONU. Le Cambodge et d'autres pays ont voté contre l'invasion russe. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Vietnam, se demandent mais pourquoi cette neutralité? Alors, pour ceux qui connaissent bien le Vietnam, je pense que c'est déjà un progrès, parce que jusqu'à maintenant, le gouvernement vietnamien affiche sans ambiguïté, vous voyez, la position pro-russe. Et alors, cette neutralité est déjà un progrès. Voilà. Donc, mais ce qui... Bon, donc je termine. Du côté de la population, c'est beaucoup plus compliqué parce que, ce que j'ai dit tout à l'heure, chaque famille vietnamienne a au moins un membre qui se trouve dans ce qu'on appelle l'ancien bloc du pays de l'Est, surtout en Russie et en Ukraine. Donc, on a des informations sur les réseaux sociaux très, très riches et très divers qui viennent de la Pologne, de la Roumanie, de l'Ukraine. Donc, on a des réactions en général, des réactions de soutien à l'égard de l'Ukraine, bien entendu. Et ce qui inquiète le gouvernement vietnamien, ce n'est pas parce qu'il faut choisir entre l'un des deux, tous les deux sont des alliés importants. Ce qui inquiète le gouvernement vietnamien, c'est justement cette valeur de démocratie et de liberté portée par la résistance ukrainienne. Et c'est ça ce soutien à l'égard de la résistance ukrainienne exprime en fait quelque part l'aspiration de la population vietnamienne à la liberté et à la démocratie. C'est ça qui les inquiète le plus. À la limite, il peut. D'ailleurs, le gouvernement vietnamien n'a jamais choisi. Il gère très très bien ces contradictions. Si vous votez pour ça et votez pour ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est Zelensky. Voilà. Voilà, qui fait contraste avec l'appareil politique vietnamien archaïque. Et voilà, c'est ça qui les inquiète le plus. Merci beaucoup. Voilà. Jacques Legrand, c'est le président de l'INALCO, qu'on a le plaisir d'avoir avec nous pour vous parler de la Mongolie. Bonjour. C'est très compliqué parce que, pour faire bref, il y a dans toutes les interventions précédentes des choses sur lesquelles je voudrais rebondir et qui illustrent le cas mongol. Je vais commencer par une mauvaise plaisanterie, mais qui rappellera la place qui était celle de l'humour acide et destructeur de l'opinion publique dans les systèmes non démocratiques et en particulier en URSS. Question: que faire pour calmer Poutine? C'est très simple. Rétablir l'empire mongol dans ses frontières du XIIIe siècle.
Ça m'amène évidemment aux différents moyens assez limités que nous avons d'être, je dirais, de nous tenir suffisamment au courant de l'ensemble des réactions, de l'ensemble. Donc j'essaierai de faire très rapidement un écho alors à certaines questions qui ont été posées. Évidemment, la question des parallélismes ou des parallèles historiques appellerait de très longs débats. Les Mongols, alors il y en a plus de 6 millions, mais il y en a plus de la moitié qui sont en Chine. Il y en a 3 millions en Mongolie. La Mongolie est le seul pays qui n'est de frontière qu'avec la Russie et la Chine. C'est vous dire que ça encourage à la discrétion et à l'absence de prise de position trop tonitruante. Et c'est vrai aussi bien entendu, du gouvernement, bien entendu des médias, et je dirais la diffusion des réseaux sociaux laisse apparaître un contraste assez significatif, mais dont il faut rester, je dirais, il faut rester prudent. Donc il est clair que dans l'arrière-plan de la réflexion mongole, des réactions mongoles, la question de la crainte militaire aussi bien à l'égard de la Russie qu'à l'égard de la Chine, sont des données, je dirais, qui ont leur pesanteur propre. La présence militaire soviétique, ça a été pour moi une expérience personnelle de pas mal d'années, puisque j'ai vu arriver en 1967, dans le cadre du conflit sino-soviétique, j'ai vu arriver par des convois d'hélicoptères Mi-6, qui à l'époque était le plus gros hélicoptère du monde. Imaginez Ulaanbaatar survolé par des dizaines de ces engins. En quelques heures, ça faisait des courants d'air dans les pièces où nous travaillions, etc. Et il a fallu attendre 1991 pour que la disparition de l'URSS aboutisse à un accord d'évacuation des bases militaires que l'URSS avait installé sur le territoire mongol. Évidemment, dans l'optique, non pas d'écraser les Mongols, mais d'un conflit potentiel avec la Chine. Donc, cette dimension a été évidemment et reste à l'arrière-plan des réflexions des Mongols. Alors, donc, comme je vous le disais, le mot-clé des réactions mongoles, c'est la discrétion. C'est vrai dans la presse, le conflit, pour ce qui est des journaux auxquels j'ai eu accès par Internet, reste extrêmement marginal, pour ne pas dire, il a fallu attendre sans doute une dizaine de jours pour que l'existence même d'un conflit soit évident dans les médias publics russes. En règle générale, peu ou pas d'analyse, quelques commentaires en marge de constatation de fait. Les médias plus directement en ligne font apparaître quelques propositions d'analyse, et il faut donc arriver alors à deux types de réactions, des réactions de rue et des réactions privées sur les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qui semble se dessiner. Donc, grande tonalité de discrétion de la part de l'État mongol. La Mongolie est un des pays, un des 35, qui s'est abstenu à l'Assemblée générale de l'ONU. On pouvait s'y attendre, mais qui non plus ne s'est pas aligné sur la position russe. Les réactions publiques, ça a été, à ma connaissance, alors je ne suis peut-être pas totalement informé, ça a été 2 manifestations, 2 jours de suite, dans le centre d'Ulaanbaatar, réunissant un nombre extrêmement limité
de participants. La seule manifestation un peu intéressante de ce point de vue, qui est celle du deuxième jour, c'était vers le 10 mars ou quelque chose comme ça, a été marquée par la présence de M. Elbekdorj, ancien président de la République de Mongolie. Il était président de la République dans les années 2015 à peu près, et là, il est allé manifester avec les gens qui s'opposent à la guerre. Il y a eu par ailleurs des manifestations d'Ukrainiens résidant en Mongolie. Il y a eu depuis longtemps, bien entendu, des partenariats, des coopérations, des investissements de l'un et de l'autre pays chez le partenaire qui font que c'est des pays qui se connaissaient très bien et qui se fréquentaient de façon assez dense. Dans les réseaux sociaux, la tonalité, là, est beaucoup plus claire, beaucoup plus marquée, beaucoup plus explicite contre l'invasion de l'Ukraine par Poutine et l'armée russe. Je n'ai pas trouvé, j'ai feuilleté un certain nombre de sites, et en particulier, vous savez, dans les chats en ligne, les réponses et les réponses aux réponses. C'est souvent ça qui est le plus amusant et le plus instructif à feuilleter. Je n'ai trouvé pratiquement aucune prise de position favorable à la démarche de la Russie et au contraire de très nombreuses interventions. Mais je vous dis, ça ne sort pas de cette sphère de façon tout à fait explicite. Au niveau de la politique gouvernementale maintenant, j'en ai vraiment pour 2 minutes. Ça va tenir en 2 chiffres. La position gouvernementale mongole, au-delà de cette abstention à l'ONU, ça a été il y a eu un conseil des ministres spécial le 23 mars sur ce sujet, ça a été que faire pour que nous ne soyons pas, nous, Mongols, atteints par les contre-coups du conflit en Ukraine. En particulier, quel est indirectement le prix potentiel des sanctions contre la Russie qui nous menacent. Il faut savoir, et c'est là les 2 chiffres dont je voulais vous parler, le pétrole, et évidemment le pétrole russe, représente 75% de la totalité des importations de la Mongolie. Donc, la Mongolie est entièrement… qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du 24 février au 23 mars, en un mois, la Mongolie est débitrice vis-à-vis de Rosneft et des pétroliers russes d'une somme de 180 millions de dollars. 180 millions de dollars pour un pays de 300 habitants, ça fait 60 $ par personne, sachant que le revenu moyen d'un Mongol constitué normalement ne va pas beaucoup au-delà d'une grande partie de la population. Donc voilà où on en est. Un tableau, je dirais, assez en demi-teinte, pas de grosse prise de position spectaculaire, une inquiétude quant au coût que la situation pourrait entraîner pour la Mongolie dans ce contexte d'enfermement entre la Russie et la Chine, ce qui semblait s'être un peu éloigné et puis qui reprend une actualité assez forte aujourd'hui. Merci. Je vais demander à Eric Sesley maintenant de prendre la parole et Eric parlera de l'opinion publique japonaise et puis je prendrai brièvement la parole. Merci à tous d'être présents ici et aux organisateurs de m'avoir invité. Donc, je vais tout d'abord vous présenter en introduction, parce que je crois que c'est important, le fait que au Japon, il y a une image de marque assez dégradée de la Russie avant même donc l'invasion de l'Ukraine. Si on regarde par exemple un sondage effectué en septembre 2021 par le gouvernement japonais sur la politique étrangère, eh bien 86,4% des Japonais ont une image défavorable de la Russie. Il y a la question de savoir si les rapports russo-japonais étaient bons ou mauvais. Eh bien 79% estimaient qu'ils étaient mauvais, même si par ailleurs les Japonais considèrent, toujours dans ces sondages, qu'à hauteur de 73%,
les rapports entre Moscou et Tokyo eh bien, sont importants pour la stabilité régionale et pour la sécurité même du Japon. Donc, en fait, à la veille de l'affaire ukrainienne, si vous voulez, on est bien conscient du côté de l'opinion publique japonaise qu'il y a donc une dégradation assez ancienne des rapports entre les deux pays, mais en même temps, il y a une espèce d'attente quelque part aussi. Je ne dis pas un espoir d'amélioration, mais enfin pour l'instant, c'est un peu compromis. Deuxième type de remarque que je voulais faire, c'est un événement qui a été largement couvert par les médias. J'ai trouvé donc en préparation pour cette intervention 863 occurrences pour le terme invasion de l'Ukraine, Ukraina Shinko, donc personne ne conteste qu'il y a invasion, rien que dans les médias du groupe Asahi. Donc vous pouvez imaginer pour l'ensemble de la presse japonaise ce qu'il en est, alors sans parler de la télévision ou des réseaux sociaux. Alors l'impression générale, c'est que ce qui se passe en Ukraine, ça nous concerne. Ça n'est pas quelque chose, comme disait les Japonais, tanin no goto, quelque chose qui ne nous regarde pas. Ou bien ils ont une autre expression qui est le feu donc de l'autre côté de la rive. Non, ce n'est pas ça. C'est quelque chose qui nous concerne. Alors, premier point, un soutien important de l'opinion publique aux sanctions contre Moscou, quand on regarde là aussi les sondages. C'est très net, en gros, 80%, tous les sondages convergent, 80% des personnes interrogées jugent légitimes les sanctions économiques contre Moscou, même si, et on est favorable aussi à l'accueil des réfugiés, je reviendrai là-dessus, même si on redoute les conséquences, comme c'était évoqué par Jacques Legrand tout à l'heure, sur l'économie du pays et de façon générale, sur les risques de déstabilisation engendrés par l'intervention russe et notamment menaces contre la sécurité du Japon. Et plus des 3/4 des Japonais expriment leurs préoccupations quant aux répercussions possibles de la crise ukrainienne sur la double question de Taïwan et des Senkaku. La presse japonaise aussi a beaucoup insisté sur des sondages qui auraient été effectués au Kremlin auprès de la population russe et qui montrent que 70%, le taux de popularité de Poutine à l'occasion de l'invasion de l'Ukraine est de 70% et à peu près même proportion pour l'approbation donc de cette intervention. Donc un soutien de l'opinion publique, un élan de solidarité. Alors, élan de solidarité qui est numériquement limité, mais qui est multiforme. Tout à l'heure, Jacques Legrand a évoqué le fait que les manifestations de rue étaient peu importantes à Oulan-Bator. Au Japon, il y a eu des manifestations, effectivement, des rassemblements dans la rue. Les plus importants rassemblés souvent, d'ailleurs, à la demande de la communauté ukrainienne sur place. Les plus importants ont rassemblé 3 000, 4 000 personnes à Tokyo. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de petites manifestations un petit peu partout au Japon. Ça peut être 40, 50 personnes, 500 personnes à Nagoya, et pas simplement dans les villes qui ont des liens particuliers avec l'Ukraine, parce qu'il y a par exemple des opérations de jumelage, comme c'est le cas avec des villes comme Yokohama ou bien Kyoto, par exemple. Donc, vous avez toute une série de manifestations de solidarité. Alors, je ne vais pas faire le détail là-dessus, parce qu'en gros, le type de manifestation de solidarité, sur le plan financier, sur le plan des événements, des choses comme ça, c'est assez comparable à ce qu'on peut trouver, par exemple, en Occident, même si c'est d'une ampleur assez moindre. La question des réfugiés, donc je vais insister un petit peu là-dessus parce que vous savez que le Japon n'est pas particulièrement connu pour être un pays qui est favorable à l'accueil des réfugiés. Le Premier ministre Kishida a montré finalement sa détermination d'accueillir des réfugiés ukrainiens en mettant un petit peu de côté les restrictions qui pèsent encore du fait de la Covid-19 sur l'entrée dans l'archipel, et du même coup, un certain nombre de collectivités locales japonaises ont pris des initiatives pour favoriser des villes ou bien au niveau des départements pour favoriser l'accueil de réfugiés ukrainiens, en particulier de ceux qui ont de la famille sur place au Japon. Et donc ça, c'est un élément, me semble-t-il, important. Le développement aussi des
par exemple, des collectes de fonds, soit organisées par l'ambassade d'Ukraine à Tokyo, soit par des ONG, il y a même des ONG japonaises qui sont directement impliquées dans le soutien à l'Ukraine. Et l'une d'entre elles, en particulier, Peace Winds Japan, opère à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Puis je voudrais aborder un dernier point qui est un petit peu différent de ce qui a été fait maintenant, c'est l'inquiétude de la communauté russe au Japon. On n'a pas oublié qu'au printemps 2020, au moment de la crise de la pandémie de Covid-19, il y avait eu tout de même des manifestations xénophobes qui avaient été dirigées contre la communauté chinoise au Japon, puisqu'on considérait finalement que c'était la Chine qui était responsable de l'expansion de la pandémie. Donc, il y a eu, si vous voulez, une espèce de peur de ce parallélisme, finalement, entre les réactions xénophobes qui ont touché la communauté chinoise, et puis les réactions qui pourraient éventuellement de xénophobie, enfin dirigées cette fois-ci, contre les Russes, et en particulier contre les Russes qui ont un statut de résident permanent au Japon, c'est-à-dire qui ont fait leur vie quelque part au Japon. Alors, il est vrai qu'il y a eu un certain nombre de manifestations qui ont été rapportées d'ailleurs par la NHK, le discours de haine, par exemple, à l'encontre de magasins ou de restaurants, de magasins vendant des produits russes ou des restaurants. Et on est un petit peu, si vous voulez, aussi au Japon, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, désarçonné par certaines attitudes russes. Je pense en particulier, il y a un personnage qui revient un petit peu assez constamment dans les réseaux sociaux. C'est le personnage d'Evgeny Ploushenko. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui était un grand champion de patinage artistique dans les années 2000 et qui était un véritable héros au Japon, une véritable vedette au Japon. Et on a été très déçus, immensément déçus, de voir que sur Instagram, eh bien, Ploushenko manifestait pleinement sa solidarité avec la politique de Poutine et qu'il appelait les Russes, je cite, à être fiers et à redresser la tête. Alors, de ce fait, le barreau japonais a effectué un certain nombre d'enquêtes montrant sur les réseaux sociaux que on appelait les Russes à foutre le camp, en japonais dans le texte, si je puis dire, ou à être virés du Japon, et notamment sur les pages Facebook de commerçants, de restaurateurs russes, ou bien ou des youtubeurs russes vivant au Japon, des coups de téléphone anonymes aussi, des actes de malveillance. Toutes ces réactions qui tombent sous le coup de ce qu'on appelle les discours de haine, mais vous savez qu'au Japon, il y a une législation, une réglementation qui est tout de même un peu lâche sur ces questions. Donc, et puis en même temps, il y a du côté de la communauté russe, mais ça, ce n'est pas propre à ce qu'on peut observer là-bas, des réactions, si vous voulez, qui montrent qu'il y a des différences d'appréciation entre les familles, enfin entre les Russes qui sont au Japon et ceux qui sont restés au pays. Alors, je conclurai pour dire que finalement, il y a 4 types de réactions qu'on peut observer au Japon de la part de l'opinion publique. La première réaction, c'est de dire finalement la guerre grosse malheur. En gros, c'est dommage tout de même qu'on en soit arrivé là et qu'il faudrait tout de même trouver les moyens de restaurer la paix parce que quand on est en présence d'un conflit international, eh bien, il vaut mieux finalement le résoudre par le biais de la négociation. Le deuxième type de réaction, c'est celle que je viens de dire, donc une réaction qui est très favorable finalement à l'Ukraine. Donc, je ne détaille pas là-dessus puisque je viens d'en parler. Troisième type de réaction, alors peut-être moins nombreuse, qui consiste à dire en gros, oui, il y a bien une invasion, effectivement, Poutine est un agresseur, mais il faut pas se demander, est-ce qu'on ne peut pas se demander si quelque part, il n'y a pas une responsabilité un petit peu partagée de la part de l'Ukraine. En gros, est-ce que quelque part, l'Ukraine, par sa politique, n'a pas encouragé Poutine à l'agression? Et puis, il y a, et je termine, et puis il y a le dernier type de réaction. Regardez ce qui se passe en Ukraine, ça doit prouver une chose, c'est que le Japon doit réviser sa constitution, le Japon doit réviser son article 9 et donc accroître ses dépenses de défense. C'est la
leçons qu'on devrait tirer de l'affaire irakienne. Donc vous voyez finalement des réactions assez contrastées, mais de façon générale, un soutien tout de même important aux sanctions prises par la communauté internationale. Merci beaucoup. Je vais parler très brièvement, en quelques minutes, 3 minutes, pour qu'on ait une dizaine de minutes ensemble de questions, ce qui sera peu, puisqu'on est malgré tout une centaine dans la salle. Donc pour parler brièvement des réactions, effectivement, côté gouvernemental, je crois, comme le disait Eric Sesley, qu'on est dans une guerre dont on a le sentiment qu'elle intéresse le gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement, de fait, n'est pas extérieur et c'est la première fois. Le Japon avait été intervenu en Irak, mais d'une manière tout autre et très extérieure au conflit pour attester d'une solidarité avec les États-Unis, comme geste politique et par souci de montrer un engagement. Mais c'était assez poussif et ça avait demandé la mobilisation des élites, enfin en premier chef de Koizumi Junichiro, et il n'y avait aucune adhésion de la part de la population. Là, il y a une situation qui est totalement différente. Et le gouvernement, pour la première fois, a apporté un soutien d'une nature, enfin ce qu'il n'avait jamais fait, en matériel défensif, ce qui peut paraître anodin et normal, mais enfin c'est un geste très important pour le Japon. Donc des casques, des gilets pare-balles ont été envoyés. Donc, ça, c'est un élément important. Après, côté japonais, le Japon, de fait, s'est attiré une riposte particulière. Disons, il y a eu une solidarité totale et un accord au sein du G7, dont le Japon donc, fait partie, sur les sanctions. Donc, le Japon est totalement engagé aux côtés des autres pays du G7 à cet égard. Il s'est attiré une réaction particulière, évidemment, de la part de la Russie, que je vais évoquer rapidement, qui concerne les territoires du Nord, puisque la Russie a suspendu donc, les négociations pour un traité de paix, a suspendu aussi unilatéralement l'accord qui permettait au Japon de participer au développement de ces pays en finançant des projets qui concernaient la population, en fait des projets de PME, des initiatives locales. Et puis, il a invité les entreprises russes à investir davantage, donc par des incitations fiscales dans les territoires du Nord, donc au sujet desquels les négociations sont donc complètement suspendues. Donc, à maints égards, en fait, cette guerre pour le Japon est intéressante aussi. Je vais m'arrêter là parce que vraiment, je tiens beaucoup à ce qu'on ait quelques questions. Je remercie encore chaleureusement donc, tous mes collègues qui montrent la mobilisation. Donc, on a cherché à vous faire partager autour de cette guerre ukrainienne. Les questions, donc nous avons un micro ici que je passerai à mes collègues. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la salle. Et pendant ce temps-là, je me tourne vers le chat que je vais donc regarder maintenant. Si les personnes qui sont si les personnes qui sont, disons, qui assistent en mode hybride souhaitent participer, eh bien, nous attendons leurs questions. Et puis, les vôtres également dans la salle, si vous le souhaitez. Alors, lorsqu'on parle des réactions sur les réseaux sociaux, pour un pays comme le Japon, il n'y a pas de doute. Je pense que ça correspond à peu près à ce que pensent les populations. Mais pour la Chine et le Vietnam, où l'Internet est très, très contrôlé, il faut se méfier des chiffres. Hein, parce que je sais que tout à l'heure, Chloé a parlé de l'armée payée par le gouvernement chinois qui fait les 500 sous. Au Vietnam, c'est exactement la même chose. Vous avez une armée, parce que le gouvernement vietnamien considère aujourd'hui l'Internet comme un nouveau champ de bataille à l'information. Hein. Donc, ils ont créé depuis 4 ans, 5 ans, une armée de 100 000 membres payés par le gouvernement vietnamien uniquement pour infiltrer et dans les réseaux sociaux, influencer les opinions publiques. Donc, on ne sait pas du tout. Lorsqu'on voit 1000 likes pour une information pro-russe pro-radiée sur les réseaux sociaux, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, je m'en méfie toujours parce qu'il y a beaucoup de likes. Je ne crois pas que, vous voyez, lorsque vous avez 100 000 membres de la police qui travaillent dessus et chaque membre peut créer au moins 100, j'exagère un peu, mais peut-être 50
compte, vous avez très vite 1000 likes pour n'importe quoi. Donc, je me méfie beaucoup et je pense qu'il faut vraiment réfléchir dessus lorsqu'on dit que voilà, il n'y a pas que les gens qui soutiennent Le Pen, beaucoup d'internautes nationalistes, je ne sais pas ce que c'est, je pense qu'il y a beaucoup de faux dedans, hein, de faux internautes. Voilà, qui travaillent hein, pour le régime, pour relayer les informations du régime, c'est tout. Alors, vous souhaitez, David, tu souhaites intervenir? Non, juste, enfin, moi j'ai parlé des interventions plutôt critiquant la politique, le soutien de la Chine à la politique de Poutine en Ukraine. Et donc là, de ce point de vue-là, effectivement, c'est pas très attention avec les chiffres, mais de ce point de vue-là, c'est quand même remarquable et intéressant que justement dans un espace très contrôlé, avec il y a aussi ces voix discordantes qui emploient précisément le discours nationaliste pour critiquer le régime chinois. Exactement. Merci beaucoup. Il y a une question qui concernait les pacifistes dans nos pays de manière générale. Et pour reprendre en fait l'idée d'Éric d'ailleurs, cette idée que certains dans ces pays se serviraient de la guerre, enfin, ou en tout cas verraient dans la guerre une incitation à s'armer davantage, enfin, ou une invitation au gouvernement, disons, à dépenser plus pour la défense. Est-ce que vous constatez ça, vous, dans vos pays? Est-ce que vous souhaitez intervenir ou je relaie la question? Oui, il n'y a pas besoin de la pousser trop, la Chine, ça va. C'est ça. Côté japonais, je pense que le gouvernement en fait regarde avec attention cette guerre aussi, parce que de fait, il y a ce parallèle qui est fait avec Taïwan et que de plus en plus, depuis 2015, il s'est posé la question de la manière dont il agirait dans un conflit. Et là, on le voit en fait sur une situation où, eh bien, il montre une solidarité totale avec les pays du G7, ce qui n'a pas toujours été le cas quand même. Par exemple, quand on pense à la place Tiananmen, eh bien, à ce moment-là, le Japon avait adopté les sanctions, mais il avait essayé de convaincre qu'il fallait peut-être maintenir un dialogue avec la Chine, et puis rapidement avait repris son aide publique au développement, le premier. Donc, il y a absolument aucune réticence. Enfin, le Japon est totalement partie prenante de cette guerre et de la communauté internationale. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on le sent à ce point dans un conflit international. Mais de là, le gouvernement, de toute façon, est dans une logique d'augmentation de ses dépenses de défense, mais ce n'est pas lié à la guerre en Ukraine, particulièrement. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose? Jean-Pierre, vous qui êtes plus loin, est-ce que vous... Oui, bah, écoute, je vois votre main levée maintenant. Pardon. Oui. En fait, je voulais faire une remarque concernant la Chine plus que Taïwan. Je pense qu'il faut être prudent sur la relation personnelle entre Xi Jinping et Poutine. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Juliette Jeune-Vaz, mais c'est peut-être ma seule réserve par rapport à ce qu'elle a indiqué, que c'est une réflexion que font beaucoup d'observateurs, c'est que cette relation, bon, ils se sont vus 38 fois au cours de ces dernières années, depuis, je crois, 2012-2013, Xi Jinping et Poutine ont une relation évidemment très étroite, mais est-ce qu'il y a une vraie alchimie? On n'en sait rien, en fait. Ils sont obligés de parler par l'intermédiaire d'interprètes. Et je pense que Xi Jinping et le gouvernement chinois sont obligés de s'adapter à la situation. C'est-à-dire que si Poutine est en difficulté ou s'il perd le pouvoir, si d'aventure il perd le pouvoir, la Chine s'adaptera très rapidement au nouveau contexte politique russe. La deuxième réflexion, c'est sur la division de l'Europe concernant les chances de médiation chinoise. Je dois dire que je suis extrêmement sceptique et je pense qu'il faut pas, c'est un piège qu'on nous tend de devoir quémander, je dirais, à la Chine un rôle de médiateur dans cette affaire. Je pense que la Chine est extrêmement mal placée pour jouer le rôle de médiateur et qu'à la veille du sommet européen, je sais que José Borrell était plutôt favorable à cette perspective, mais que beaucoup de gens en Europe sont très réservés. J'espère qu'on ne s'orientera pas dans cette direction parce que ce ne serait pas servir les intérêts de l'Europe de demander à la Chine de nous aider dans de telles circonstances, alors qu'on a des relations extrêmement difficiles avec la Chine par ailleurs. J'avais une question à mon ami, et peut-être aussi à Éric Sesley, que je suis content de revoir à cette occasion, mais peut-être aussi à Guibourg de la Motte, concernant le gouvernement japonais qui évidemment est sorti de sa réserve
mais qui est traversé, comme toujours, le PLD, le Parti libéral-démocrate, par un certain nombre de factions, de dissensions. Ce que je sais, c'est que Kishi Nobuo, le ministre de la Défense, est très pro-taïwanais, hein, le frère d'Abe Shinzo, mais que Kishida est beaucoup plus prudent et que vous avez les milieux d'affaires japonais qui sont extrêmement inquiets quand même de la perspective d'une guerre dans le détroit de Taïwan, parce que ça aurait des conséquences négatives extrêmement tout à fait directes sur l'économie japonaise qui reste aujourd'hui très dépendante de l'économie chinoise. Donc, moi, j'ai un peu une question, si vous voulez, aux spécialistes du Japon sur ce point, parce que je pense qu'en fait, les Japonais sont peut-être assez divisés encore sur cette affaire. Voilà, merci en tout cas. Donc la question, Jean-Pierre, est exactement est-ce qu'ils sont assez unis pour vraiment apporter un soutien logistique à Taïwan, ou est-ce qu'il reste que vous voudrez promouvoir Kishi Nobuo et d'autres, mais que si on voit l'effort si vous voulez, budgétaire en matière de défense, il reste quand même assez modeste par rapport à ce oui, tout à fait. Il reste très, très modeste par comparaison. Au cours des 20 dernières années. Absolument, oui. Je vous remercie de le rappeler d'ailleurs, parce que c'est vrai que la confusion est, on perd souvent cet aspect de vue. Je ne sais pas si Eric souhaite commenter, mais certainement sur ce qui concerne, effectivement, il y a des courants, hein, comme vous le dites très bien. Il y a un contrôle parlementaire qui est extrêmement strict en matière de déploiement et notamment pour la mise en œuvre de la loi sur les situations qui pèseraient sur la sécurité du Japon, qui justifieraient donc d'engager un soutien logistique, les crises internationales qui pèseraient suffisamment pour le justifier sur la sécurité du Japon. Donc, comme vous dites, il y a toujours possibilité que disons, en théorie, le Parlement pourrait très bien s'opposer à une intervention. Donc, en pratique, c'est quand même un peu difficile à envisager. Là, je crois que le système juridique est quand même en place. Et puis, il y a quand même, je pense que le sentiment de solidarité avec Taïwan et puis disons ce sentiment que traduit la loi, qu'une crise internationale, en particulier dans le détroit de Taïwan, serait de fait particulièrement importante, significative pour la sécurité du Japon. Ça, je crois que c'est vraiment un sentiment qui est communément partagé, en tout cas. Donc, je pense qu'en pratique, le Parlement, malgré tout, appuierait, d'autant que le cadre juridique, encore une fois, est vraiment posé avec le type avec ce que peut constituer le soutien logistique et dont les armes sont exclues. Je crois qu'on va être obligé de s'arrêter. Merci de cette question, Jean-Pierre. Je crois qu'elle termine. Est-ce que je me tourne vers mes collègues encore? Très bien, je me tourne vers la salle. Merci beaucoup. Merci infiniment de votre présence à tous. Merci aux spectateurs de vous être déplacés, d'être venus nous voir. Merci à tous les gens qui ont assisté en ligne. Et puis, ces discussions sont appelées à se poursuivre, mais j'espère que la guerre ne l'est pas, elle. Merci beaucoup. Merci à tous.